Est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frisson avec moi cette fois-ci? Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas raconté une petite histoire. Mais avant de démarrer, vous connaissez la chanson. Question simple, réponse simple. Avez-vous déjà participé à un EVG ou à un EVJF? Alors personnellement, je n'ai pas encore eu cette chance et j'espère qu'un jour je vais pouvoir organiser ça, car je sens que je vais me régaler. Les copines, méfiez-vous. Bon, du coup, je pense que vous avez une petite idée du sujet de la première histoire que je vais vous raconter. Et oui, on va parler d'EVG et cette histoire, je l'ai trouvée dans les fins fonds de Reddit. Je peux vous dire que j'ai pas mal fouillé parce que je voulais vraiment une histoire de folie pour vous. Les deux autres histoires parleront de chats et de pizza. Bon, je dis surtout ça parce que j'ai faim en ce moment même. Bon, je ne vous en dis pas plus et c'est parti pour la première histoire. C'est l'histoire de Martin. Martin a 35 ans et il a demandé à sa compagne depuis toujours, Sophie, de l'épouser. Et non, ce n'est pas ça le thread d'horreur, les amis. Donc, Martin et Sophie se marient dans un mois et pour fêter ça, ses amis lui ont prévu un week-end d'enterrement de vie de garçon de dingue en Bulgarie. Le week-end démarre bien, ils font toutes sortes d'activités allant du stand de tir à du buggy jusqu'à leur dernière soirée de VG. Et ce qui dit dernière soirée dit fête dans les bars de la capitale. Martin et ses amis s'amusent, boivent avec modération, enfin à l'exception de Martin qui ne le connaît pas apparemment. Bref, la soirée se passe hyper bien et comme toute bonne chose a une fin, c'est le cas de celle-ci. Donc ses amis et lui décident de rentrer à leur hôtel car ils doivent prendre leur avion demain très tôt. Sur la route du retour, Martin ayant un peu bu, à ce qui arrive très souvent quand on boit un petit peu trop, une envie très pressante. Ils s'arrêtent donc tous devant un bar. Martin entre seul dans le bar, ses potes l'attendent dehors à l'extérieur et Martin nous indique que le bar est un bar dansant et qu'il est plein à craquer, qu'il pourrait s'ambiancer sur la musique mais qu'il n'a qu'une seule envie, qu'une chose en tête, de soulager sa vessie. Il se rend donc directement dans les toilettes pour hommes. Toilettes que Martin décrit comme 2 cabines côte à côte, le genre de cabine que tout le monde déteste, avec des ouvertures en haut et en bas. Bref, il rentre dans l'une d'elles, ferme le loquet et entend la porte des toilettes du bar s'ouvrir. Alors qu'il fait son affaire, quelqu'un tente d'ouvrir sa porte. Martin indique dans un anglais approximatif qu'il y a quelqu'un. Il entend la porte des toilettes du bar s'ouvrir une deuxième fois et encore une fois, quelqu'un tente d'ouvrir sa porte. Martin indique alors, toujours dans un anglais approximatif, qu'il n'en a pas pour longtemps, puis qu'il laisse la place rapidement. Quand il entend encore une fois la porte des toilettes du bar s'ouvrir. Alors Martin se dit qu'il y a la queue aux toilettes, donc il se presse de terminer, ouvre son loquet et essaie d'ouvrir la porte. Mais problème, elle est bloquée. Il force alors un peu et se rend compte que celle-ci est bien bloquée, mais de l'extérieur. Il pense alors immédiatement à une blague de ses potes. Martin dit que c'est très drôle, que c'est bon, ils peuvent le laisser sortir maintenant, tout en regardant par le dessous de la cabine, mais il ne reconnaît pas les chaussures de ses amis. Et il comprend que 3 personnes se trouvent à l'extérieur de sa cabine. La porte est toujours bloquée et personne ne lui répond. Martin commence à se sentir ridicule d'être bloqué dans des toilettes, alors il commence à demander de l'aide en anglais aux personnes qui se trouvent à l'extérieur de sa cabine pour leur indiquer de libérer le passage afin que la porte puisse s'ouvrir. Mais encore une fois, personne ne répond. Martin ne comprend toujours pas ce qui se passe. Il se dit qu'il va alors appeler un de ses amis qui l'attend dehors. Il prend alors son téléphone et dans le reflet de son téléphone, il aperçoit le visage d'un homme qui le regarde. Martin comprend immédiatement que quelqu'un a passé sa tête au-dessus de sa cabine. Et pour que les choses ne dégénèrent pas, Martin fait semblant de ne pas l'avoir vu et retourne s'asseoir sur les toilettes en simulant de devoir y aller. Martin, une fois assis sur les toilettes, commence à appeler l'un de ses amis sur son téléphone. Quand il entend l'individu descendre du toilette voisin, Martin raccroche et entend des chuchotements. Il tend alors l'oreille pour comprendre, mais ce n'est pas de l'anglais. Il ne sait pas ce que les individus se disent. Puis il entend la porte d'entrée des toilettes grincer, une fois, puis 2 fois. Martin est alors soulagé. Il se dit que les individus sont sortis, il souffle, il attend 30 secondes avant de sortir de sa cabine et de se précipiter vers ses amis. Dans la foule, Martin réfléchit. Il se souvient que la porte n'a grincé que 2 fois, alors que dans ses calculs, il y avait 3 individus. Martin dit qu'à ce moment, il ressent comme une grosse angoisse l'envahir. Il se retourne alors discrètement et aperçoit l'homme qui était au-dessus de sa cabine à quelques mètres de lui sortir des toilettes. Il continue alors sa route à travers la foule pour rejoindre le plus rapidement possible ses amis qui se trouvent à la sortie. Quand Martin sort du bar, il n'a pas le temps de leur raconter, mais il leur dit de marcher rapidement et de faire comme si de rien n'était, et ses amis le suivent sans réfléchir. C'est là que Martin va avoir le réflexe de jeter sa casquette et sa veste pour ne pas être identifié par l'homme. Et après avoir éloigné le groupe du bar,
Martin se retourne légèrement et aperçoit cette fameuse personne sortir du bar qui se trouve maintenant à plus de 100 mètres. Et cette personne regarde partout à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un sans succès avant de repartir dans le bar. Martin sent la pression redescendre petit à petit au fur et à mesure qu'il s'approche de leur hôtel. Mais Martin attend d'être quand même en sécurité dans leur chambre d'hôtel avant de raconter ce qu'il vient de se passer à ses amis. Martin ne sait toujours pas ce qu'il se serait passé s'il était resté seul avec cet homme dans les toilettes. Il ne sait pas quelles étaient leurs intentions, ni pourquoi ces hommes avaient bloqué sa porte. Martin s'est beaucoup creusé la tête. Il se dit que peut-être il les a bousculés dans le bar en allant aux toilettes ou qu'à cause de lui, leurs verres ont été renversés. Il ne sait pas trop, mais pour lui, ça ne méritait pas autant de peur et d'angoisse. Puis en vrai, on ne saura malheureusement jamais pourquoi ces personnes ont fait ça. Mais bon, cette histoire n'a pas eu de gros impact dans la vie de Martin, puisqu'après, il s'est marié avec Sophie et maintenant, ils vivent très bien à deux. Cette histoire m'a clairement donné des frissons, parce que je vois tellement cette scène avec le reflet de la personne qui se trouve au-dessus de la cabine dans le téléphone, et c'est fou ça. Puis surtout, chapeau à lui d'avoir pensé à retirer sa casquette et sa veste pour ne pas être reconnu dehors. C'était vraiment un très bon move ça. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, et maintenant, on est parti pour cette deuxième histoire. Et c'est l'histoire de Marcus. Marcus a 25 ans et vit seul dans sa maison au bord de la campagne, assez isolé. Il y habite depuis maintenant plus d'1 an. Et bien qu'il soit solitaire, il a pris un chat pour avoir un peu de compagnie. Chat qu'il a appelé Bellamy. Son chat a l'habitude d'aller dehors la journée quand Marcus va au travail et revient dès que Marcus débarque chez lui. Ils ont toujours fonctionné comme ça, et ça même le week-end alors que Marcus est chez lui. Bellamy réclame alors à sortir à l'heure à laquelle Marcus part normalement au travail, et il revient toujours plus ou moins à la même heure. Un jour, alors qu'il rentre du travail, son chat n'est pas là. Marcus commence à s'inquiéter, mais il voit son chat revenir après 10 bonnes minutes d'inquiétude, et il revient en boitant. Et ça l'inquiète. Alors il examine sa patte d'un peu plus près et remarque que Bellamy a une belle entaille. Marcus ne sait pas trop quoi faire, c'est la première fois qu'il est confronté à ça, alors il va d'urgence chez le vétérinaire qui le soigne et lui donne un traitement. Et le vétérinaire insiste vraiment auprès de Marcus, son chat doit rester enfermé chez lui le temps du traitement pour éviter que sa plaie ne s'infecte. Il ne doit donc pas sortir pendant plus d'1 semaine. Vous pensez vraiment qu'il va réussir à ne pas le faire sortir ? Non ? Eh bien, 3 jours plus tard, malgré que Marcus fasse très attention et n'ouvre aucune porte, même si son chat le réclame, eh bien, son chat s'échappe. Alors, Marcus raconte qu'on est en pleine canicule et que dès que le soleil tape beaucoup moins fort et qu'il fait un peu plus frais dehors, il ouvre la fenêtre de la salle de bain pour aérer comme il le peut sa maison en enfermant son chat dans sa chambre. Enfin, c'est ce qu'il pensait avoir fait ce soir-là, car il voit finalement son chat débarquer dans la salle de bain et sauter par la fenêtre en quelques secondes. Marcus tente alors de l'appeler, de l'appâter même avec ses friandises, mais rien n'y fait. Bellamy ne revient pas. Marcus dit même qu'il a l'impression que son chat le nargue en courant au loin. Alors, je ne sais pas si c'est habituel des chats, mais dites-le moi en commentaire ceux qui en ont. Marcus décide alors de partir à sa recherche avant qu'il ne commence à faire nuit. Il commence par faire le tour du quartier en appelant son chat, mais rien. Pas de chat. Il décide alors d'aller chercher une lampe torche chez lui avant de s'enfoncer dans des sentiers un peu plus sombres et plus sauvages, là où son chat a l'habitude de se rendre. Mais il va aussi chercher une lampe torche parce que depuis la fugue de Bellamy, il a déjà cherché depuis plus de 2 heures et le soleil s'est couché depuis. Il se rend donc dans le sentier où son chat se trouve de temps en temps en appelant son chat. Quand il entend un bruit derrière lui, il se retourne pensant voir Bellamy, mais il ne voit rien. En reprenant sa route, sa lampe se braque sur une femme qui est littéralement à 3 mètres de lui. Marcus sursaute, il ne s'attendait pas à voir quelqu'un dans ce sentier au bord de la nuit et il s'excuse auprès d'elle. La femme lui demande s'il a perdu quelque chose et Marcus lui explique qu'il a perdu son chat et la femme lui répond qu'il n'est pas prudent de se balader seul dans la nuit, puis elle continue sa route. Marcus est un peu dans l'incompréhension. Il ne comprend pas trop pourquoi la dame lui dit ça, et ça l'intrigue un peu. Mais il poursuit son chemin vers un bâtiment que son chat a l'habitude d'aller visiter au fond de ce sentier. Il se presse un peu car il commence réellement à faire nuit noire et il n'a que sa lampe torche avec lui. Il entre alors dans le bâtiment, toujours en appelant son chat, quand il entend des bruits métalliques sur sa gauche. C'est son chat Bellamy qui se trouve là. Marcus est soulagé de le retrouver. Il s'avance vers lui, s'accroupit pour le récupérer, mais Bellamy
lui crache dessus, hyper méfiant et agressif envers lui. Et c'est la première fois que Bellamy réagit comme ça avec lui. Marcus, il trouve ça vraiment étrange. Et il comprend tout de suite pourquoi. Il remarque du sang encore au niveau de sa patte. Son chat saigne de nouveau. Il se dit que ça doit être pour ça qu'il lui crache dessus. Mais il se rend compte que son chat, finalement, ne le regarde pas lui directement, mais plutôt que son regard se porte derrière lui vers une autre pièce du bâtiment. Marcus tourne alors sa tête vers cette pièce et entend au loin une voix de femme dire « Minou, Minou, je vais t'avoir, sale bête !» Marcus éteint alors sa lampe, attrape son chat et tente de partir discrètement du bâtiment malgré le noir presque complet. À peine sorti du bâtiment, Marcus entend des bruits de meubles, comme si quelqu'un les bougeait à l'intérieur. Alors il se retourne pour voir ce qui se passe et voit de la lumière, celle d'une lampe allant dans tous les sens, comme si cette personne cherchait quelque chose. Et cette lumière laisse apparaître une silhouette et le visage d'une femme. Il la reconnaît. Il s'agit de la femme qu'il a croisée tout à l'heure et qui l'a fait sursauter. Puis cette lumière se braque sur Marcus. Marcus, pris de peur, rallume sa lampe et court avec Bellamy dans ses bras à travers le sentier. Le long de sa course, Marcus entend les pas de cette femme derrière lui jusqu'à ce qu'il arrive dans une rue éclairée au bout du sentier. Il s'est retourné à ce moment-là, mais n'a vu personne et ne sait pas dire si les bruits de pas ont continué derrière lui. Marcus et son chat sont rentrés chez lui. Il a encore dû le soigner, mais il est sûr que c'est cette femme qui est responsable des blessures de son chat, mais il ignore qui elle est, ce qu'elle faisait là et pourquoi elle était à la recherche de son chat. C'est la fin de cette histoire, le mystère reste totalement entier sur la question de qui est cette femme, pourquoi elle voulait son chat, parce que Marcus n'a vraiment jamais su. Et Marcus nous raconte que depuis, il a mis un traceur GPS sur son chat, même si celui-ci n'a pas osé sortir de chez lui pendant plusieurs semaines, et que depuis, ils n'ont jamais recroisé cette femme et que Bellamy n'a plus jamais eu de problème. Et voici maintenant la dernière histoire de ce thread d'horreur avant la semaine prochaine. Et c'est parti avec l'histoire de Léa, 17 ans, qui part en voyage avec sa famille. Et plus précisément avec ses parents, son oncle accompagné de sa tante et de ses 3 cousins-cousines âgés de 19 à 10 ans. Léa étant fille unique, elle adore quand elle part en vacances avec ses cousins-cousines. Et en plus, ils ne partent pas n'importe où, ils partent en Crète pour 3 semaines. Au programme de leurs vacances, repos, excursions, bateaux, activités. Pour le coup, les cousins adorent leurs vacances. Surtout que leur logement, c'est une folie. Leur logement est en forme de U, divisé en 2 avec une aile pour les 4 cousins-cousines et une aile pour les parents. Avec entre les 2 ailes, le salon, la cuisine et la piscine privée. Presque toute la maison est faite de baies vitrées et la maison est entourée de verdure. Bref, vraiment, c'est une maison luxueuse et superbe. Et en plus, ils ont l'impression d'avoir leur indépendance. Et ça, ils adorent. Bref, les vacances se passent très bien et les 2 couples de parents décident de se faire une soirée entre adultes le dernier vendredi de leur séjour. Et pour que leurs enfants profitent eux aussi de leur soirée, ils leur donnent la permission d'aller dans la ville d'à côté pour se chercher des pizzas, à condition que Léa et sa cousine de 19 ans, Audrey, fassent très attention aux jumeaux Pauline et Lucas de 10 ans. Les parents leur donnent donc de l'argent de poche et les laissent se rendre à la pizzeria qui se trouve à une dizaine de minutes de marche le long de la côte. Pas mal, comme promenade pour aller chercher une pizza. L'allée se passe sans encombre. Léa dit qu'ils connaissent bien le chemin, ils y ont déjà été 2 fois avec leurs parents. Donc, ils longent la côte, il y a du monde car je le rappelle, on est vendredi soir, puis ils arrivent à la pizzeria. Ils commandent leur pizza et s'installent tranquillement sur la plage pour les manger. Ils sont contents de se retrouver rien qu'entre eux sur la plage, ils mangent, ils s'amusent, bref, ils se disent qu'ils ont vraiment de la chance quand même. Puis finalement, après avoir fini leur pizza et s'être amusés une bonne demi-heure sur la plage, ils reprennent la route en sens inverse. Sur la moitié du trajet, Léa remarque qu'un homme se trouve derrière eux depuis la pizzeria et qu'il ne semble pas vouloir les dépasser. Léa trouve ça tout de même étrange, donc elle en parle à Audrey et celle-ci lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle est certainement parano parce qu'il y a du monde sur le chemin et que tout le monde pavane un peu, donc c'est normal. Mais Léa ne se sent pas totalement rassurée par Audrey, donc elle observe du coin de l'œil quand même ce monsieur. Et après 100 mètres, l'homme se trouve toujours derrière eux. Léa décide alors de faire ralentir le groupe
en prétextant l'envie d'aller dans un magasin de souvenirs qui se trouve sur leur chemin. Elle se dit que comme ça, ce monsieur pourra les dépasser et elle sera rassurée. Alors Léa profite d'être dans le magasin pour observer l'homme de façon discrète et elle nous le décrit comme quelqu'un de plutôt banal et surtout, elle le voit les dépasser et continuer sa route. Léa, elle est alors rassurée. Maintenant que l'homme les a dépassés, Léa fait part à Audrey qu'elle a sûrement raison et qu'elle s'est sûrement monté la tête. C'est juste quelqu'un qui flâne et profite tout comme eux. Donc, ils continuent leur chemin dans la bonne humeur pour leur soirée entre cousins. Le chemin commence à être de moins en moins fréquenté car ils s'éloignent du centre de la ville et arrive le moment pour eux de passer un petit portillon en bois avant de prendre une sorte de couloir qui mène de la rue à leur logement quand Léa décide de jeter un dernier coup d'œil derrière eux. Et elle y voit l'homme de tout à l'heure, immobile, regardant dans leur direction à 20 mètres d'eux. Léa commence à avoir un peu peur de le revoir tout à coup, et pour n'inquiéter personne, elle presse tout le monde vers le logement, prétextant une envie terrible de faire pipi. Tout le monde alors s'engouffre dans la maison, et Léa se sent soulagée quand elle ferme la porte derrière elle. Elle se dit que c'est bon, elle s'est encore une fois monté la tête, et il ne viendra pas de toute façon jusqu'à eux. Puis le temps passe, et entre l'aller-retour pour aller chercher les pizzas, ou le fait d'avoir profité de la plage, il commence vraiment à se faire tard. Les jumeaux ont dépassé le couvre-feu fixé par les parents, donc Léa et Audrey mettent les jumeaux au lit. Et Léa avoue qu'elles le font sans grande difficulté, parce qu'ils sont vraiment fatigués. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Léa de se mettre en pyjama dans sa chambre quand elle remarque une ombre passer devant sa baie vitrée. Elle pense que c'est Audrey qui voulait profiter une dernière fois de la piscine, quand au même moment, elle entend Audrey hurler au niveau du salon. Elle s'y précipite alors et remarque que l'homme est là, devant la fenêtre du salon, à les regarder toutes les deux. Léa et Audrey lui hurlent dessus et celui-ci ricane. Il se dirige alors vers la baie vitrée et essaie de l'ouvrir. Heureusement que les parents ont toujours le réflexe de fermer toutes les fenêtres et baies vitrées et qu'Audrey n'est pas encore partie se baigner. Il reste devant la fenêtre et clairement, il se dénude devant elle. Les filles continuent de crier, lui hurlant de partir, sinon elles appellent la police. D'ailleurs, Audrey se précipite sur son téléphone, se trouvant dans le salon. Mais Léa pense qu'elle et Audrey ont tellement crié fort que cela a comme réveillé les jumeaux, mais aussi les maisons aux alentours, car des lumières chez les voisins se sont allumées et l'homme, voyant que du monde commence à allumer les lumières, il prend la fuite et disparaît. Les cousines ont finalement appelé les parents qui ont tout de suite rappliqué au logement et ils se sont occupés de raconter cela au propriétaire. En attendant, ils ont été relogés dans un hôtel pour leurs 2 derniers soirs qui leur restaient. Léa n'a jamais su qui était cet homme ni s'il avait été interpellé. Mais elle a appris que le propriétaire avait mis des caméras de surveillance et mis un portillon beaucoup plus difficile à escalader et qu'à ce jour, elle n'a jamais eu d'autres problèmes. Pour le coup, j'ai adoré cette histoire parce que ça donne envie de partir en vacances et surtout, comme je vous le disais, ça parle de pizza et j'ai faim. Voilà, c'en est fini de ces 3 histoires. J'espère qu'elles vous ont toutes les 3 plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!